L'île de Pâques, ou Rapa Nui comme l'appellent les habitants, est l'un des endroits les plus mystérieux de la Terre. Ce bout de terre volcanique est perdu dans les eaux infinies de l'océan Pacifique, à 3500 km des côtes du Chili, et est considéré comme l'île habitée la plus isolée du monde. Vous vous demandez peut-être ce qu'il y a de si spécial sur une île de seulement 163,6 km² qui abrite encore à peine 8000 personnes. La réponse est simple, rien à l'exception de ces statues géantes, incroyablement anciennes et totalement mystérieuses. Sur l'île de Pâques se dressent les énormes statues Moai, d'immenses figures de pierre qui contemplent le monde dans le silence et le mystère. D'où viennent-elles? Personne ne le sait vraiment. Aurait-elle pu être construite par une civilisation ancienne et très avancée, ou peut-être par des extraterrestres, ou bien l'une des nombreuses théories plus terre-à-terre est-elle la bonne? Regardons cela de plus près. Rapa Nui s'est formé il y a environ 750 000 ans à la suite des éruptions de 3 volcans. L'un de ces volcans est également le point culminant de l'île, à 539 mètres. Le paysage de l'île est un mélange de côtes rocheuses, de cratères transformés en lacs et de collines herbeuses. Selon des recherches génétiques, les Polynésiens sont arrivés ici entre 700 et 1200 après JC, après avoir parcouru des milliers de kilomètres en canoë. Ils ont apporté avec eux des patates douces, des poulets et leur tradition de construire des structures monumentales. Le climat de Rapa Nui est tropical, presque comme une station balnéaire. Mais même ainsi, l'île est loin d'être accueillante. Il n'y a pas de port naturel et des vents forts soufflent constamment. Les Européens n'ont découvert l'île qu'au XVIIIe siècle. Les premiers à y débarquer furent les navires dirigés par le capitaine néerlandais Jacob Roggeveen, qui menait une expédition pour la Compagnie des Indes occidentales. Cela s'est produit le 5 avril 1722, le dimanche de Pâques. Ils n'ont donc pas cherché bien loin pour le nom l'île de Pâques. À cette époque, environ 3000 indigènes vivaient sur l'île. Un conflit a immédiatement éclaté avec les longues oreilles, comme les marins appelaient les habitants à cause de leurs lobes d'oreilles étirés jusqu'aux épaules. Suite à un malentendu, les Néerlandais ont ouvert le feu, tuant plusieurs insulaires. Les journaux de bord de l'expédition notent « Ils sont tombés comme fauchés, mais les autres ne se sont pas enfuis, ils sont restés là à nous regarder, horrifiés. » Plus tard, les Rapa Nui ont apaisé les nouveaux venus avec des cadeaux, poulets et bananes, et la situation s'est calmée. Cependant, les malheurs des habitants ne se sont pas arrêtés là. 48 ans après la visite de Roggeveen, des navires espagnols sont arrivés sur l'île, et le capitaine Felipe González a déclaré Rapa Nui possession de l'Espagne, bien que Madrid ne l'ait jamais su. Les indigènes ont été immédiatement baptisés et ont reçu quelques exemplaires des évangiles, après quoi les Espagnols sont partis et ont complètement oublié l'île. L'Espagne n'a jamais utilisé son territoire, mais les Rapa Nui se sont souvenus que les hommes blancs aimaient les cérémonies étranges. Dans les années 1800, l'île est devenue une escale pour les baleiniers et les marchands d'esclaves. Les Rapa Nui étaient embarqués sur des navires américains, français et britanniques, puis transportés vers les marchés latino-américains les plus proches et vendus pour pas grand-chose. Dans les années 1860, l'amiral français Dutroux-Bornier a même épousé une femme locale et s'est déclaré roi de l'île, mais son règne n'a pas duré longtemps. Ses propres hommes ont empoisonné son vin et l'ont tué. La femme a ensuite été tuée par son propre peuple pour déloyauté politique. Les Rapa Nui ont le plus souffert des marchands d'esclaves péruviens qui en 1862 ont emmené 1500 personnes en esclavage, soit la moitié de la population de l'île. Les insulaires ont été vendus pour travailler dans les mines de guano, où les gens mouraient en masse en quelques mois à cause de la chaleur et des vapeurs toxiques. Les marchands d'esclaves ne se souciaient pas de leurs victimes. Le guano, des excréments d'oiseaux de mer décomposés, était incroyablement précieux à l'époque. C'était une source majeure d'engrais azotés et phosphorés, ainsi qu'une matière première pour la fabrication d'explosifs et de poudre à canon. À cette époque, l'étang était
déjà relativement civilisée, et un énorme scandale a éclaté dans la presse européenne. Sous la pression de la communauté internationale, les Péruviens ont ramené les survivants sur l'île, seulement 15 personnes. Les survivants ont ramené la variole avec eux, et en 1877, la seconde moitié de la population aborigène avait presque entièrement disparu. Il ne restait plus qu'une centaine de personnes sur l'île. Un peu plus tard, les autorités chiliennes ont acheté Rapa Nui aux habitants. Le prix était de 6000 livres sterling. L'accord a été signé par un chef local. Pendant tous ces événements tragiques, les statues Moai regardaient en silence. Lorsque les marins néerlandais de Roggeveen ont vu pour la première fois plusieurs dizaines de ces géants de pierre le long du rivage, leur réaction a été mitigée. Ce n'était pas de l'admiration, mais plutôt un mélange de peur et de confusion. Les énormes têtes humaines des Moai se dressaient sur des plateformes partiellement enterrées dans le sol. On aurait presque dit qu'elles sortaient directement de la terre. Voici ce que Karl Behrens, l'un des officiers de l'expédition, a écrit dans son journal. Nous avons vu d'immenses figures de pierre, mesurant jusqu'à 30 pieds de haut, 9 mètres. Au début, nous pensions qu'elles étaient donc faites d'argile et recouvertes de pierre, tant leurs traits, parfaitement réguliers, semblaient peu naturels. Roggeveen a remarqué que les Rapa Nui allumaient des feux devant les statues, plaçaient des pierres blanches à leur base, peut-être en guise d'offrande, et exécutaient des mouvements rythmés, dansant et priant. En tant que chrétiens, les membres de l'expédition ont pensé que tout cela ressemblait à une sorte de rituel satanique. Mais en fin de compte, Roggeveen et son équipage n'ont jamais vraiment compris à quoi servaient les Moai. Ils pensaient que les statues étaient des autels pour des sacrifices, apparemment érigés en monuments aux chefs de tribu. Pour des Néerlandais du XVIIIe siècle, l'idée que des sauvages aient pu créer quelque chose de semblable était absolument impensable. Ils ont donc décidé que les Moai devaient avoir été construits par une civilisation plus ancienne qui vivait sur l'île avant les Rapa Nui. Cependant, Roggeveen n'a jamais rien appris de définitif, car il ne connaissait pas la langue locale et ne pouvait communiquer que par gestes. Le problème de la communication avec les insulaires est devenu central dans l'histoire des statues. Après le raid des esclavagistes péruviens en 1862 et l'épidémie de variole qui a suivi, de nombreux clans des longues oreilles, qui étaient les gardiens des connaissances anciennes sur les Moai, ont disparu. La tradition de transmettre l'histoire oralement de génération en génération a été rompue. De nombreuses tablettes en bois, exemples de l'écriture Rapa Nui, appelée Rongorongo, ont été brûlées par les missionnaires chrétiens. À ce moment-là, percer le mystère des statues n'était plus une priorité, car la langue Rapa Nui elle-même avait presque entièrement disparu. Au total, environ 900 statues Moai ont été trouvées sur l'île de Pâques. Les plus petites mesurent environ 3 mètres de haut, la moyenne étant proche de 10 mètres. Il y a une exception, une statue de 21 mètres de haut, mais elle n'a jamais été terminée. La plupart des Moai sont faits de tufs volcaniques tendres, bien que quelques-uns soient taillés dans du basalte. Les statues pèsent entre 20 et 90 tonnes. Certains Moai avaient des yeux en corail avec des pupilles en pierre de couleur rouge. Ces yeux n'étaient insérés que pendant les rituels. À ce moment-là, la statue était considérée comme vivante. Les statues étaient fabriquées dans une carrière située sous le volcan Ranoraraku, un volcan secondaire sur les pentes de Terevaka, le plus grand volcan de l'île. La carrière était en fait facile à trouver. Près de la moitié de tous les Moai y gisent encore à divers stades d'achèvement. Le cratère du volcan est rempli d'un lac d'eau douce, entouré de roseaux épais. Les Rapa Nui utilisaient ces roseaux pour construire des bateaux et fabriquer des toitures. Le volcan est fait de tufs volcaniques tendres, un matériau idéal pour la sculpture. Il est facile à travailler avec des ciseaux en pierre, tout en étant assez solide pour durer. Le tuf est également riche en calcium et en phosphore. Il était donc utilisé en agriculture comme engrais pour les patates douces et les bananes. Pour cette raison, certains chercheurs pensent que les Rapa Nui
ont peut-être laissé certaines statues dans la carrière exprès, pensant que leur présence contribuait à rendre le sol de l'île plus fertile. La sculpture commençait par le visage, puis se poursuivait avec les oreilles, les épaules et le torse. Une fois la face avant terminée, la statue était découpée de la roche et descendue le long de la pente à l'aide de rondins. Cependant, les débats sur la manière dont les statues étaient transportées sont toujours en cours. Certains chercheurs pensent que les statues étaient déplacées debout en les faisant marcher, en les balançant d'avant en arrière avec des cordes, les faisant avancer pas à pas. Des expériences ont montré que cette méthode et l'approche traditionnelle du roulement sur des rondins fonctionnent toutes les deux. Dans les années 1950, Thor Heyerdahl a prouvé qu'il était possible de traîner une statue horizontalement en plaçant des rouleaux en bois dessous. En 2012, des scientifiques ont testé la technique des cordes et du balancement. 18 personnes ont réussi à déplacer une réplique de Moai de 5 tonnes sur 100 mètres en 40 minutes. Pourtant, certains habitants croient que les Moai étaient déplacés sur ordre des prêtres, par magie. Une fois les statues descendues de la carrière, d'autres détails étaient rajoutés. Le cou et le dos étaient sculptés, et la surface était polie. Ensuite, la statue était transportée à son emplacement prévu, où une énorme fosse était creusée, et le Moai était enterré jusqu'aux 2/3 de sa hauteur. Sur les pentes du volcan, on peut voir toutes les étapes du processus, des formes à peine ébauchées aux géants presque terminés. Il existe plusieurs théories sur la raison pour laquelle les Rapa Nui ont finalement cessé de fabriquer des statues. Selon l'une d'elles, une guerre civile entre les longues oreilles a conduit à l'effondrement de la société, aggravé par une épidémie de variole. Il n'y avait tout simplement plus personne pour construire des monuments. Une autre théorie suggère que la déforestation pour le transport des statues a provoqué l'érosion des sols et la famine. Et une troisième idée, plus pratique, est que les sculpteurs ont simplement atteint des couches de roche trop dures à travailler et ont abandonné le projet. Mais bien sûr, la question principale demeure. Pourquoi les statues ont-elles été fabriquées? La plupart des Moai tournent le dos à l'océan, regardant vers les villages, comme pour veiller sur les gens et les protéger. Cependant, 7 statues font face à l'océan. Peut-être que, en tant que symbole des ancêtres et de leurs chefs, ces Moai surveillaient les menaces venant des étrangers arrivant par la mer. La théorie de l'engrais a déjà été mentionnée. Peut-être que les statues étaient placées sur toute l'île pour augmenter la fertilité. Cela pourrait expliquer leur nombre. Plus les pénuries alimentaires s'aggravaient, plus les insulaires espéraient l'aide des idoles. Mais il y a aussi des théories plus exotiques. La plus populaire est que les Moai sont des balises de navigation pour les ovnis. Supposément, des extraterrestres les ont sculptés pour marquer des sites d'atterrissage ou pour indiquer le chemin vers des bases souterraines. Les partisans de cette théorie ont un argument simple. Créer des statues aussi massives était tout simplement trop difficile pour des tribus primitives. Comment des gens sans roues ni outils en métal auraient-ils pu fabriquer 900 géants? Les extraterrestres, en revanche, auraient pu simplement les découper au laser. L'idée que les Moai étaient d'origine extraterrestre est devenue populaire dans les années 1960 grâce à l'écrivain suisse Erich von Däniken. Dans son livre Présence des extraterrestres, il affirmait que les statues avaient été fabriquées par des extraterrestres que les peuples anciens prenaient pour des dieux. Plus tard, les passionnés d'ovnis ont repris la théorie. Les partisans de cette idée prétendent trouver des codes cachés dans la disposition des Moai. Certains groupes de statues forment des amas triangulaires et d'autres formes géométriques qui correspondraient supposément à des cartes stellaires, comme la constellation d'Orion. Certaines des plateformes ou piédestaux s'alignent avec le point où cette constellation se lève. Un repère de navigation clé pour les Polynésiens, soit dit en passant. Des traces de technologie extraterrestre sont également vues dans des pétroglyphes qui représenteraient des astronautes. Au dos de certains Moai, il y a des gravures qui ressemblent à des gens en combinaison spatiale.
Les chercheurs académiques pensent qu'il s'agit d'images stylisées des esprits Aku-Aku. Les cylindres rouges au sommet des statues sont considérés comme des casques ou des antennes. Et dans les tablettes Rongo-Rongo détruites par les missionnaires, certains voient des instructions pour faire fonctionner une technologie extraterrestre. Les passionnés d'OVNI relient les Moai à d'autres sites mégalithiques, les intégrant dans une théorie de réseau unifié. Ils suggèrent que l'île de Pâques est un point clé dans un système de lignes d'énergie terrestre reliant Stonehenge, les pyramides de Gizeh et le Machu Picchu. Il y a même des rumeurs de tunnels sous Rano Raraku menant à des bunkers secrets extraterrestres. Les géologues disent qu'il s'agit de grottes volcaniques. Mais qui sait, peut-être que les extraterrestres ont caché leur équipement trop profondément pour qu'on le trouve. En fin de compte, comme l'a écrit Thor Heyerdahl, ici, le temps s'est arrêté, nous laissant avec des questions sans réponse. D'une manière ou d'une autre, l'île de Pâques est vraiment remarquable, à tous points de vue. Et elle n'a même pas besoin d'être une base pour soucoupe volante pour être incroyable. Après tout, l'histoire de la façon dont de simples Polynésiens ont transformé des dizaines de tonnes de tubes volcaniques en un mystère séculaire est tout aussi incroyable. Qui sait, peut-être l'ont-ils fait juste pour le plaisir, pour que les générations futures aient de quoi s'interroger.